Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut les amis, c'est Mathieu. Ceux qui nous suivent sur Insta, sur notre compte Mordu le podcast, ont dû remarquer, on a kiffé notre participation au Safety Shred Days organisé à La Rosière par Victor Davier. La fat interview de Victor est top et je vous invite à aller voir la vidéo YouTube sur l'event sur la chaîne YouTube de notre prod Sunday Night Sport. Je voulais vous offrir un petit bonus aujourd'hui avec l'interview de Johan Gaume. Johan est un chercheur spécialisé dans les avalanches. Il est passionnant et c'est une référence en la matière. Quand Disney bosse sur la Reine des Neiges, c'est à lui qu'il s'adresse. Ce petit épisode est une excellente introduction à la prévention aux avalanches. On espère que ça vous donnera envie de vous former et surtout de rider de la poudre. Salut Johan, bienvenue sur Mordu. Salut Mathieu, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, grosse soirée hier soir, on fait avec. Ouais, il paraît qu'il y a eu une belle teuf, je suis parti avant la fin. On est ici sur les Safety Shred Days. Johan, toi tu es un spécialiste des avalanches ? Je travaille à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l'Institut d'études sur la neige et les avalanches de Davos, le SLF. Et je fais de la recherche sur la mécanique des avalanches. Tu es ici un peu en charge, enfin tu fais partie des personnes qui sont en charge de la formation et de la prévention au secours en avalanche. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire combien il y a de victimes à peu près par an et le profil des victimes des avalanches ? Alors en Europe, c'est environ 150 victimes. En France, c'est 30 victimes par an. En Suisse, c'est environ 25. Et le profil typique, en général, c'est un homme entre 25 et 35 ans qui sait bien rider et qui sait qu'il sait bien rider quelque part. Voilà, c'est ça le profil typique. Alors un truc moi qui m'a surpris, il y a eu de nombreuses formations. On est revenu sur les 5 types de risques qu'on a, risque 1, risque 2, risque 3 jusqu'à risque 5 en station. Un truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait, c'est que la plupart des accidents ont lieu en risque 2 ou 3. Alors effectivement, le risque 4, les conditions sont en général critiques, c'est un risque très très fort. Je parle pas du risque 5, le risque 5 c'est un risque où les stations sont fermées. Pour moi le risque 5 n'existe pas pour le skieur et tout de suite ça fait passer le risque 3 plus à un risque moyen mais un risque qui est quand même très élevé. Et il y a plus d'accidents par risque 3 en général parce que c'est là où on va commencer à sortir. Il y a eu quelques jours, il fait du beau temps après les chutes de neige et c'est là qu'on va commencer à sortir un peu plus et c'est vraiment le risque où il faut faire très très attention. Risque 4, c'est plus simple de gérer le risque, il suffit de rester sur des pentes en dessous de 30 degrés, protégé avec pas de pente exposée au-dessus et donc il y a beaucoup moins de risques par risque 4, beaucoup moins d'accidents par risque 4 parce que en général les gens ne vont pas se mettre dans des situations dangereuses. Risque 2, risque 3, c'est là où on va commencer éventuellement à aller dans le backcountry et puis se mettre dans des situations potentiellement avalancheuses. Alors c'est quoi un peu les signes avant-coureur? Qu'est-ce qu'il fait? Même je suis en risque 2, belle journée, soleil, j'ai envie de profiter de la neige fraîche, je suis pas encore très bien formé. C'est quoi les signaux d'alerte qui doivent m'alerter sur un endroit qui est potentiellement risqué, même en bord de piste? Alors tout d'abord, il faut regarder la montagne, c'est vraiment le truc le plus simple, il faut regarder autour de soi. Si on voit un départ d'avalanche spontané sur une face nord par exemple, c'est un indice, c'est déjà un indice de surface qu'il faut prendre en compte. On a aussi des indices qui s'entendent, on a des fameux bruits sourds, on entend un bruit comme un ouh. Et ça, c'est une couche fragile qui se casse et on peut déclencher ça sur le plat. Et si on est par exemple sur un itinéraire rando et on a prévu d'aller faire un couloir et qu'on entend ce type de bruit, et ben là, il faut parfois savoir renoncer et faire un itinéraire moins exposé. Alors autre chose moi que j'ai retenu, c'est que il y a un indice de frottement, enfin tu vas expliquer ça mieux que moi, mais 30 degrés, c'est-à-dire que quand une pente est à 30 degrés, plus de 30 degrés, c'est un facteur qui peut favoriser un départ d'avalanche. En fait, cette règle des 30 degrés, c'est comme si je prends deux livres les uns sur les autres, je les incline, à partir d'un moment, il y en a un qui va glisser sur l'autre, et ça c'est l'angle de frottement, et la neige elle a aussi un angle de frottement, une plaque pour qu'elle puisse
se mettre en écoulement, pour qu'elle puisse glisser à l'interface, il faut qu'il y ait un angle d'environ 30 degrés. Typiquement, c'est entre 25 et 35 degrés, c'est pas exact, mais voilà, au-dessus de 30 degrés, des avalanches peuvent glisser et s'écouler. Par contre, il faut faire attention, on peut aussi déclencher des avalanches à partir de terrains peu pentus, même à 10 degrés, même à 0 degrés. Si on est en bas d'une pente raide, on peut déclencher une avalanche à distance. Donc il faut bien regarder aussi ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est très important. Alors le message des Safety Shred Days, c'est pas de ne pas aller faire du freeride, bien au contraire, mais c'est d'aller profiter de ces conditions en étant formé. Comment on se forme quand on commence ? Alors on se forme en venant au Safety Shred Days par exemple. Il y a l'ANENA en France qui fait des formations aussi à plusieurs niveaux. En Suisse il y a le SLF qui fait ses formations. Et c'est super important d'avoir le matériel et de savoir l'utiliser. Et pour savoir l'utiliser, il y a des formations. On peut aussi s'entraîner régulièrement avec les amis. Donc DVA, pelle, sonde. On a l'impression que ça peut être facile, pelleter, on sait pelleter, mais non. Pelleter une victime d'avalanche, c'est pas comme pelleter la neige sur sa voiture. C'est vraiment différent. Il y a des techniques et il faut apprendre ces techniques pour être réactif le jour où il y a un accident. Parce qu'on fait un sport, on aime la montagne, on aime la poudreuse. Donc évidemment, quand on fait ça, on sait qu'il y a un risque potentiel, donc il faut bien se former et aussi regarder le bulletin d'avalanche. Il y a des gens qui tous les jours vont faire des profils de neige, qui vont regarder la stabilité du manteau neigeux et qui synthétisent tout ça dans le bulletin d'avalanche qui est sur l'application Météo France ou en Suisse sur l'application White Risk. Donc c'est super important, il y a des informations sur le danger d'avalanche, mais aussi sur les types de problèmes d'avalanche qu'on peut rencontrer, avalanche de plaques avant, neige humide. Donc c'est super important de regarder ça, savoir utiliser son matériel et se former régulièrement. C'est pas suffisant de faire une formation, il faut se former régulièrement. Alors moi, on a appris plein de choses en termes de réaction, le sondage, le pelletage, l'utilisation du DVA, l'utilisation du RECO. En termes de premier secours, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que une victime d'avalanche, elle risque fortement d'avoir des fractures, mais aussi d'être en hypothermie, d'avoir très froid. Et alors, ce qu'on a appris, c'est que si cette personne a très froid, il faut faire attention avant de lui demander de bouger. Alors évidemment, s'il y a une avalanche et qu'on est en lieu à risque, il faut pas bouger. Mais si on a un endroit qui est sécurisé, que la personne est en hypothermie, il faut faire attention avant qu'elle fasse des mouvements. Voilà, il faut faire très attention. Voilà, c'est un vase en porcelaine à une personne en hypothermie. Si jamais on la réchauffe trop brusquement, si on la brusque, il peut se former un caillot qui remonte vers le cœur. Donc il faut faire très attention. Et alors évidemment, on réagit en fonction de la situation. Si on n'a pas le choix de bouger la victime, s'il y a une suravalanche, voilà, on réagit en fonction. Si on est en attente des secours, voilà, on va doucement, on réchauffe pas brusquement, on va pas aller frotter les bras, frotter la personne, on lui met des couches par-dessus et voilà, on y va gentiment avec une personne en hypothermie. Alors on m'a dit qu'il fallait aussi que je te parle de la Reine des Neiges. C'est quoi le rapport avec toi ? Alors le rapport, c'est que déjà je suis un grand fan de Disney et en fait dans mon travail, il y a une méthode numérique pour simuler les matériaux qui s'appelle la méthode MPM et c'est ce que j'utilise moi pour simuler des avalanches numériquement sur l'ordinateur et c'est la même technique qui a été développée chez Disney pour faire que la neige soit réaliste dans le film La Reine des Neiges. Et j'ai été amené à travailler avec les ingénieurs Disney. Je suis parti à Los Angeles, à UCLA, vers Beverly Hills, et j'ai travaillé avec un des mathématiciens qui a travaillé sur le film, qui était consultant sur le film. Et donc voilà, le modèle numérique que j'utilise pour faire de la simulation avalanche, c'est les mêmes bases que ceux de La Reine des Neiges. Énorme, alors tu kiffes la Reine des Neiges, mais pas que. T'adores le ski, tu vas profiter des conditions là ? Ah ben là, la semaine prochaine, ça risque d'être très bon et il va falloir mettre en pratique ce qu'on a vu sur l'observation, faire très attention. On va avoir des fenêtres de beau, il fait froid, on a eu des conditions horribles pendant 2 semaines. Donc là, les gens, ils vont avoir envie d'aller rider, mais c'est là qu'il faut vraiment faire très attention. On n'a pas envie de mettre en pratique ce qu'on a vu en termes de recherche DVA, ça on n'a pas envie, on se forme au cas où, mais voilà, il faut faire tout avant, en amont. Pour éviter l'accident. Johan, un grand merci et puis à très bientôt. À bientôt, merci à toi.